Et avant notre premier débat, hashtag on en parle avec vous, Jules Boscherini, Emmanuel Macron, donc accusé par Benyamin Netanyahou d'alimenter le feu de l'antisémitisme en France, comme je le disais à l'instant. Oui, c'est dans une lettre adressée hier à Macron que Netanyahou fustige la décision de reconnaître l'État de Palestine. Et elle fait l'effet d'une bombe et risque de créer un bras de fer entre les deux pays, puisque ces accusations du Premier ministre israélien ne manquent pas de faire réagir, en particulier sur les réseaux sociaux, où beaucoup se rangent derrière Benyamin Netanyahou. Il a raison en reconnaissant l'État de Palestine avant même la libération de tous les otages. Macron, même involontairement, donne raison au Hamas, juge un internaute sur X, ou encore Macron avec son refus de participer à la marche contre l'antisémitisme et sa lubie de reconnaissance de l'État palestinien participe à l'antisémitisme. Et aucune réaction là-dessus, Jules, pour défendre bien le président Emmanuel Macron? Bien sûr que si, il y a tout de même quelques irréductibles qui se rangent du côté du président français. C'est assez rare pour être souligné, mais ils sont bien là. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est Netanyahou qui extermine la population de Gaza, juste cet internaute toujours sur X. Et de son côté, la présidence française a répondu, elle aussi, avec fermeté à des accusations qu'elle juge abjectes et erronées. L'Élysée affirme également que la République protège et protégera toujours ses compatriotes de confession juive. Emmanuel Macron conclut sa réponse en expliquant que la période exige gravité et responsabilité, pas amalgame et manipulation. Voilà ce qu'on dit donc sur les réseaux concernant cette crise entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron. On en parle tout de suite. Merci à vous, Jules Boscherini. Et nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Arié Bensamoun. Bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Alors vous êtes le directeur général d'Elnet France. Comment vous décrire? Vous œuvrez, on va dire quoi, au resserrement des relations entre globalement l'Europe et Israël. C'est bien ça? Oui, notre organisation est une organisation européenne, internationale, qui œuvre au rapprochement et au renforcement des relations entre les pays européens et Israël, évidemment, la France en première ligne. Arié Bensamoun, qu'est-ce que vous dites de cette lettre choc, il faut le dire, de Benyamin Netanyahou? Écoutez, vous savez, la situation est extrêmement tendue. Le président de la République a pris une décision extrêmement grave qui consiste à reconnaître de manière unilatérale et sans aucune condition un État palestinien. C'est incontestablement une manière de récompenser le Hamas pour les crimes du 7 octobre, mais également l'autorité palestinienne qui, je dois le rappeler à nos auditeurs, n'a pas condamné cette agression le 7 octobre et les jours qui ont suivi. Il a attendu il y a quelques jours, dans cette lettre tellement opportunément envoyée au président de la République, à sa demande d'ailleurs, c'est presque un courrier qui a été dicté par le Quai d'Orsay pour dire qu'il condamnait, etc. Mais beaucoup trop tard, et ce sont là des mensonges que nous connaissons bien, venus d'une personnalité, Mahmoud Abbas, 90 ans bientôt, qui en est à la 20e année de son mandat de 4 ans, qui est quelqu'un de totalement corrompu et qui participe de cette radicalisation de la société palestinienne, parce que vous savez, « From the river to the sea, Palestine will be free », ce n'est pas que le slogan du Hamas, c'est le slogan de tous les Palestiniens, malheureusement, aujourd'hui, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Et par conséquent, le président de la République qui prend cette décision tout seul contre l'avis de la population française, parce que je rappelle que 78% des Français sont opposés à cette reconnaissance unilatérale sans condition. Non pas à un État palestinien, non pas à une solution négociée, non pas à la paix. Mais qu'est-ce que vous dites ce matin, Arié Bensamoun, pour bien comprendre votre position? C'est la reconnaissance à terme d'un État palestinien, vous la rejetez, ou vous nous dites ce matin que ce n'est pas le moment de le faire, voilà. Ce n'est pas une question de moment seulement, c'est une question également d'interlocuteurs, de partenaires, de conditions dans lesquelles cet État de Palestine, ou en tout cas cette solution pacifique négociée entre les Israéliens et le monde arabe en général. Je rappelle que ce que l'on appelle la question palestinienne est née très tardivement,
après la guerre déclenchée par les Arabes pour éradiquer Israël. Ce n'est pas la question de l'État palestinien qui a provoqué la guerre, c'est l'existence même d'Israël qui a provoqué la guerre de 1948, que les Arabes ont déclenchée et qui a provoqué à la fois un exode de réfugiés, comme cela malheureusement se fait dans toutes les guerres, et qui a cristallisé cette question palestinienne. Par conséquent, il y aura la paix un jour avec le monde arabe et ça inclura également une solution politique pour les Palestiniens, pour les Arabes palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, Judée-Samarie. Et à partir de là, les choses pourront se faire, mais dans le cadre d'une négociation globale, dans le cadre d'un échange entre personnes qui veulent la paix. Vous savez, la paix ne peut se faire que si les deux parties au conflit décident qu'il faut faire la paix. Il ne faut pas l'une vers l'autre. Arieh Ben Samout, vous convoquez l'histoire et vous avez bien raison, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe dans la zone et remonter le temps à chaque fois. Regardons Gaza, nous remontons le temps, c'est Sharon, qui était le Premier ministre, Ariel Sharon, c'est en 2005, ça a 20 ans cette histoire, qui décide de se retirer, de mettre fin à l'occupation militaire de la bande de Gaza, et ce sont des colonies israéliennes, il y en avait une vingtaine, 21 colonies qui se retirent unilatéralement. À l'époque, c'était un accord avec l'autorité palestinienne que vous avez évoqué, mais c'est le Hamas qui, on va dire, remporte la mise aux élections. Le malentendu, il part de là depuis 20 ans. Arieh Ben Samout, c'est une décision qui avait été prise à l'époque par Sharon, qui ensuite a été malade. Bah, écoutez, mais aujourd'hui, revenir de la part de Netanyahou, tenter on va dire, d'occuper Gaza, n'est-ce pas là ? Mais ça n'est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai, monsieur. Vous répétez là, excusez-moi de vous le dire. Alors c'est une question qui appelle une réponse catégorique, ça n'est pas vrai. Il ne s'agit pas de réoccuper la bande de Gaza, il s'agit simplement d'occuper ponctuellement, militairement, la ville de Gaza pour en déloger les derniers terroristes du Hamas qui d'ailleurs maintiennent encore des otages en détention dans les conditions que chacun a pu observer de barbarie, de cruauté absolument monstrueuse. Il ne s'agit pas de réoccuper Gaza. Les Israéliens, dans leur immense majorité, sont pétris de l'esprit de la paix. Ils veulent la paix simplement. Ils n'ont pas aujourd'hui en face d'eux une autorité palestinienne digne de ce nom qui veut également faire la paix avec les Israéliens. Donc, par conséquent, il y a une guerre. Cette guerre, elle a été déclenchée par le Hamas. Elle a été soutenue par l'autorité palestinienne. Cette guerre, les Israéliens ne l'ont pas voulu. Ils sont obligés de la mener et je rajouterai, ils sont obligés de la gagner parce que dans cette région, si vous ne gagnez pas la guerre, alors c'est que vous la perdez et il serait terrible, tragique pour Israël, pour le Moyen-Orient, pour les pays occidentaux, pour les démocraties qui sont aussi attaquées par les islamistes, qui sont victimes de l'entrisme des frères musulmans, parce que nous sommes en train de parler de ça aujourd'hui au Moyen-Orient. Ce sont les frères musulmans, c'est le Hamas, c'est le Qatar qui manipule tout ce petit monde, qui est à la manœuvre pour faire triompher non pas la cause palestinienne dont ils n'ont rien à faire, mais pour faire triompher l'islamisme. Nous, les Français, nous le savons. Nous avons été durement attaqués en 2012 à Toulouse, en 2015 avec le Bataclan, avec Charlie Hebdo, avec Hyper Cacher. Nous le savons que nous sommes aux prises avec des terroristes islamistes qui veulent retourner nos sociétés. Donc il faut mettre des mots sur le mal, identifier nos ennemis et les combattre, ce que nous ne faisons pas suffisamment en France. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je déplore profondément que le président de la République ait manqué à ce point à sa parole. Comment peut-on partir du mois d'octobre 2023 avec cette idée d'une coalition internationale? C'est ce qu'il avait dit en se rendant à Tel Aviv, à l'époque. Exactement. Il avait dit ça. 3 jours après, sur le tarmac de l'aéroport d'Égypte au Caire, il dit qu'il faut un cessez-le-feu, mais on est en train de naviguer en plein monde d'incohérence et ça n'est pas acceptable pour un grand pays comme la France de balloter entre les flots comme le fait le président de la République depuis maintenant 2 ans avec cette question de la guerre à Gaza. On a 51 otages. La France a eu 50 victimes. Ça a été le premier pays touché par les atrocités du 7 octobre et on voudrait effacer les crimes aujourd'hui, oublier les otages, récompenser les terroristes. Ça n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, les Français, je le répète, le savent. Les parlementaires sont majoritairement opposés à cette décision. Alors oui, le président de la République qui lui-même avait dit, rappelez-vous, la haine d'Israël, l'antisionisme, c'est le nouveau visage de l'antisémitisme. Comment peut-il aujourd'hui, à ce point, trahir sa propre parole ?
Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, le maire des écologistes de Bordeaux, Arié Bensemoun, qui était notre invité politique ce matin, a pris une décision, lui, dans sa ville, c'est de suspendre, vous savez, la coopération avec Ashdod, le grand port israélien qui est une ville jumelée. Il s'en est expliqué ce matin, il a aussi partiellement réagi à la lettre de Benjamin Netanyahou. Écoutez. Je trouve naturellement que c'est totalement excessif, abject, comme cela a été dit. Je crois que c'est pas du tout la réalité. Je vais pas tomber dans ce panneau politicien. Quand le président de la République défend des intérêts qui me paraissent importants, il y a une position aussi, je trouve, assez équilibrée. Mais je trouve que l'attitude de Monsieur Netanyahou me paraît pas acceptable. Arié Bensemoun, comment est-ce que vous expliquez que votre position à vous, elle soit si difficile à défendre aujourd'hui ? Mais pas du tout, elle n'est pas difficile à défendre. Enfin, c'est quand même incroyable. Monsieur Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui appartient à un parti qui est allié du Hamas, qui fait la politique... Oui, le parti des écologistes, et qui depuis le 7 octobre, avec la France Insoumise et les partis du Nouveau Front Populaire, eh bien, soutiennent le Hamas, décrivent le Hamas comme un mouvement de résistance, alors que c'est un mouvement islamiste, terroriste, qui maltraite sa propre population. Non, je trouve que là, c'est quand même assez incroyable d'entendre quelqu'un qui a toujours eu la même ligne, pas du tout équilibré comme il le prétend, qui est au contraire un anti-israélien patenté et qui vient nous expliquer aujourd'hui qu'il va rompre les relations avec la ville d'Ashdod comme peuvent le faire d'autres responsables politiques, mais qui sont déconnectés de la réalité de ce que pense l'opinion publique. Et moi, je crois que là, nous avons un vrai sujet qu'il faudrait aborder. Posons la question aux Français. Pourquoi le président de la République ne fait pas un vote à l'Assemblée nationale pour savoir s'il a le soutien du Parlement? Parce qu'on sait qu'il n'a pas le soutien de la population. Vous souhaiteriez ce vote à l'Assemblée? Ce sera le mot de la fin. Écoutez, moi, je souhaiterais effectivement qu'on prenne en compte l'avis des Français, soit directement par un référendum, mais ce référendum n'aura évidemment pas lieu, parce que là, nous sommes là face aux lubies d'un seul homme, ou l'Assemblée nationale. Il y a une représentation nationale qui a été élue après la dissolution par le président de la République, encore une grande idée, il y a un peu plus d'un an. Posons la question aux parlementaires. Vous avez eu une lettre signée par 130 sénateurs qui s'opposent à la reconnaissance unilatérale. Il ne se passe pas un jour sans que les députés, y compris les députés du parti d'Emmanuel Macron, se mobilisent contre cette décision, parce que chacun sait bien que d'abord elle ne va pas créer la paix, elle ne va pas créer un État palestinien qui n'existe pas, mais qu'au contraire, elle va rajouter de l'huile sur le feu et elle va, et il faut le dire, armer le bras de ceux qui, en France et ailleurs dans le monde, attaquent les Juifs. Parce qu'on nous dit on lutte contre l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme aujourd'hui, cette forme particulière de la haine des Juifs que nous rencontrons aujourd'hui en France, elle est le fait de qui? Eh bien de ceux qui disent « From the river to the sea », de la mer au Jourdain, la Palestine sera free. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui attaquent les Juifs. Donc quand on nous dit on lutte contre l'antisémitisme, ça n'est pas vrai. On lutte contre l'antisémitisme des années 20, et ça n'est pas en parlant à nouveau de l'affaire Dreyfus qu'on va régler le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, que malheureusement nos dirigeants au plus haut niveau ne veulent pas voir. La France est aux prises avec une menace qui, bien évidemment, cible les Juifs, mais menace l'ensemble de notre société, et particulièrement la République française. Très vite, parce que le temps tourne et nous sommes très en retard. Arié Bensemoun, juste un mot. Je voudrais que vous réagissiez à ce qui vient de tomber, le ministère israélien de la Défense, qui approuve le plan pour la prise de la ville et rappelle 60 000 soldats réservistes pour Tsahal. Un mot. Eh bien, un mot, c'est que je souffre avec mes frères en Israël, évidemment, qui sont confrontés à cette guerre. Mais vous savez, le président de la République française, un certain nombre de décideurs européens qui ont compris qu'ils n'arriveraient pas à amener le Hamas à récipiscence, qui n'arriverait pas à faire libérer les otages, qui n'arriverait pas à démilitariser la bande de Gaza, ont décidé d'attaquer Israël et de demander tout simplement à Israël de capituler. C'est comme si après le Bataclan, on avait demandé à la France, à la Grande-Bretagne, aux Alliés de ne pas attaquer l'État islamique, et bien pire que ça, de reconnaître l'État islamique après que nous en ayons été les victimes. Merci à vous. Merci Arié Bensemoun. Je rappelle, la directeur générale d'Elnet France, 0826 300 300. Vous réagissez. À tout de suite pour le deuxième débat sur Sud Radio. Le
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Aquini. Il est 9h22. Souvenez-vous, il y a tout juste 15 jours, les habitants du massif des Corbières dans l'Aude, les touristes également, étaient confrontés à un gigantesque incendie au lever du jour. Incendie qui allait ravager 17 000 hectares jusqu'au week-end. Ne nous oubliez pas, ont lancé alors les élus, les viticulteurs de l'Aude, ceux des vins des Corbières, ceux qui se sont trouvés sur le passage terrifiant de ce méga-feu 15 jours après l'incendie. Quel bilan pour les sinistrés du massif des Corbières. Bonjour à vous, Olivier Verdal. Bonjour à vous et à vous tous et à vous toutes. Heureux de vous retrouver. Vous êtes vigneron à Saint-Laurent de la Cabrerisse dans l'Aude. Nous étions de mémoire en vidéo avec vous sur Sud Radio à ce moment-là. Vous nous aviez fait constater sur le terrain les dégâts considérables après le passage du feu. Olivier Verdal, où en êtes-vous 15 jours plus tard? Eh bien, 15 jours plus tard, on parle plus de vendages que de dégâts, bien entendu. Heureusement. Mais ces vendages, malheureusement, sur ce massif des Corbières, a été impacté par cet ogre qu'on appelle l'ogre des Corbières maintenant. Et c'est vrai que on se pose beaucoup de questions par rapport à la rentrée de cette récolte qui est franchement compromise. Franchement compromise. En termes de volume, qu'est-ce qui aura disparu, si je puis dire? Alors, on parlerait, parce que les chiffres encore ne sont pas arrêtés, alors je vous parle de plus de 2000 hectares de vignes impactées par des intensités de plus en plus fortes. Et puis, on a ce fameux nuage qui est passé au-dessus de nous, qui a impacté des vignes qui n'ont pas été touchées par l'incendie, mais qui ont impacté malheureusement le raisin par sa qualité, quoi. Ça veut dire que ce que vous récoltez est de qualité moindre ou vous aurez moins de volume derrière pour faire du vin, tout simplement. Tout à fait. On va perdre inévitablement des volumes importants sur l'ensemble de l'appellation. Vous avez une estimation en pourcentage? Je sais que c'est difficile. Non, actuellement c'est très difficile de le quantifier parce que le problème que nous avons, c'est que c'est à pas de fourmis qu'on avance et encore le feu n'est pas encore maîtrisé. Enfin, il a été maîtrisé, mais il n'est pas éteint. Voilà. Et puis, on a quand même cette question de qualité aussi, qu'on doit respecter le consommateur. C'est-à-dire que si le raisin est impropre à la consommation, nous ne le récolterons pas. Ouais, voilà. Nous sommes déjà respectueux et respectables, donc on saura faire la part des choses. Olivier Verdal, il y a 15 jours, c'était le choc. Vous nous montriez les ravages de ce méga feu, de cet ogre des Corbières, comme vous l'appelez. Passer le choc, comment est-ce qu'on reprend, comment est-ce qu'on repart derrière ça? C'est très difficile pour toute la région impactée. Je dirais que nos villages des Corbières qui ont été impactés par cet incendie sont en deuil, encore, puisque vous savez que des personnes ont disparu, il y en a qui ont perdu leur bien matériel aussi de récolte, et maintenant l'outil de travail qui est l'outil de travail le plus important, c'est le vignoble. C'est le vignoble. Olivier Verdal, il y a eu cet appel qui a été lancé par plusieurs d'entre vous qui avaient été victimes du feu. C'est ne nous oubliez pas. Est-ce que vous avez la sensation qu'un jour après que la machine s'est mise en route pour, on va dire, vous aider à vous relever? Je parle de l'État. Oui, je pense que la machine s'est mise en route. Elle est très très bien en route. Moi, je dois féliciter et remercier les pouvoirs publics, et notamment notre ministre de l'Agriculture qui est venu sur notre commune et qui a débloqué, Annie Genevard, qui a débloqué 8 millions d'euros de fonds dédiés à cet incendie. Voilà. Donc, nous avons eu une réunion hier au foyer de Durban pour l'ensemble de la zone impactée, mais n'oublions pas aussi que nous avons quand même eu quelques incendies sur cette même zone depuis le mois de juillet. Voilà. Donc, il y aura une répartition qui sera faite judicieusement, qui a été nommée par Madame Annie Genevard a demandé au préfet de répartir équitablement entre les zones sinistrées. On attend quand même le travail qui se fait, bien entendu. Bien sûr. Et qui a débuté depuis ce matin. Il va falloir répartir cette aide qui est nécessaire aujourd'hui. Elle va suffire, vous pensez, à redémarrer l'activité à terme? Non, je pense qu'elle ne sera pas suffisante, malheureusement, mais je le dis, c'est petit à petit, c'est vrai que
nos exploitations vont revivre grâce à des aides, grâce à de la générosité. Voilà, je sais que les consommateurs aussi sont vraiment impliqués dans notre aide, puisqu'ils consomment pas mal de vin des Corbières, et je les en félicite et je les remercie. Voilà. Et surtout, voilà, et puis il faut voir puis sur le long terme, voilà, un réaménagement du territoire qui passera peut-être par une replantation de toutes ces vignes qui ont été arrachées. Voilà, il y a plusieurs actes, quoi. Il y a l'urgence maintenant si vous voulez, dans les moyens que le ministère a mis à notre disposition. Et je tiens, moi, à féliciter nos responsables locaux qui sont en permanence avec les pouvoirs publics qui sont à Paris en discussion permanente. Alors, je ne veux pas citer les uns parce que j'oublierai beaucoup de personnes, mais bon, les deux grandes familles de métiers s'en sont occupées, que ce soit les vignerons indépendants et la coopération. Et je pense que maintenant, il est temps de se mettre autour d'une table tous pour qu'on discute de l'après. Voilà. Olivier Verdal, je tiens d'ailleurs, entre parenthèses, à vous dire que les vins des Corbières sont absolument fantastiques. Vous avez un consommateur en ligne au bout du fil. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Est-ce qu'il va falloir repenser l'espace naturel de ce massif des Corbières? Parce que ça avait été dit par vous-même d'ailleurs qu'il y avait eu des formes d'abandon, vous avez poussé à faire de l'arrachage et qu'il va falloir repenser l'espace dans les années qui viennent. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Tout à fait, il va y avoir un réaménagement de cet espace qui a été vacant par les arrachages successifs. Alors ça date pas des premiers arrachages, c'est dans les années 90 qu'on a commencé avec ces plans d'arrachage, mais n'oublions pas une chose, que la requalification de ce massif ne passera aussi que par de l'irrigation. Depuis qu'on demande de l'irrigation, c'est vrai que nous, on installerait des jeunes, c'est vrai qu'on garderait notre végétal en pleine forme et qui ferait vraiment office de barrière anti-feu. Voilà. Mais l'irrigation est un atout, et on est en zone méditerranéenne très très sèche. Il y a 3 ans qu'on réclame nous de l'irrigation parce qu'on est en une période de sécheresse où il pleut moins qu'aux portes du Sahara. Vous voyez un peu le delta et le déficit que nous avons sur cette zone en termes d'irrigation. Merci en tous les cas. J'imagine, c'est faire de ce désastre, parce que c'est un désastre, peut-être une opportunité pour repartir, j'imagine, Olivier Verdal, et en mieux dans les années qui viennent. Merci à vous. Tout à fait. Merci à vous, et je tiens à vous remercier sur la radio, et je continue avec ce message. Ne nous oubliez pas. Non, voilà. Ne vous inquiétez pas, on va revenir vous voir. C'était formidable. Merci Olivier Verdal, je rappelle, vous êtes viticulteur à Saint-Laurent de la Cabreries, dans l'Aude, 15 jours après le passage de l'incendie. Et bon courage à vous tous. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous avez la parole, vous nous donnez votre avis sur l'antenne de Sud Radio.